Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour la tant attendue, je l'espère, critique de Fast and Furious 10. Après une rétrospective tout à fait incroyable, je me suis empressé de voir ce chef-d'œuvre. Et donc, je vais vous faire part de mon point de vue sur le film. Alors, c'est pas, c'est pas le dernier épisode, hein, donc le 9 était vraiment un gros ratage, une grosse bouse ridicule. Là, on est plus sur celui-là. Si je dois vous résumer le film, pour moi, c'est un espèce d'énorme nanar sympathique. Franchement, il m'a fait marrer le film. Alors, je me suis beaucoup marré aux dépens du film parce qu'il y a énormément de choses. Il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà, on va commencer par qu'est-ce que c'est que ce film? Donc Fast and Furious 10, hein, 10e épisode de la saga. Donc toujours Vin Diesel aux commandes dans le rôle principal, mais un des points forts et points faibles du film, je trouve, c'est son casting qui est pléthorique. On retrouve quasiment l'intégralité des personnages de la saga dans ce film, en tout cas ceux qui sont vivants, et mini spoiler, même ceux qui sont morts, donc ça commence à devenir complètement incroyable. On est vraiment, on est vraiment dans un manga, dans un comics, les mecs meurent, reviennent, enfin c'est un truc complètement what the fuck. Donc son casting, en fait, c'est un atout pour ceux qui aiment la saga, pour ceux qui, comme moi, ne... En fait, il y a des pans entiers. Moi, les épisodes 6, 7, 8, Hobbs and Shaw, je les trouve vraiment... 5, 6, 7 et Hobbs and Shaw, je les trouve vraiment excellents, je les trouve très amusants, des gros nanars sympathiques, des gros films d'action de fou. Donc on retrouve quasiment tout le casting, c'est assez incroyable, plus des nouvelles têtes, des nouveaux venus. Donc ça, c'est un des avantages et c'est un des défauts du film parce que du coup, on a un peu le phénomène qu'on retrouvait surtout avec Avengers Endgame, c'est-à-dire il y a énormément de personnages, mais bon, il y en a aussi énormément qui sont là pour quelques scènes. De toute façon, globalement, le film, si vous voulez, le film a une trame qui se sépare comme ça en plein. Justement, les personnages vont former des groupes différents qui vont vivre leurs propres aventures en parallèle. Donc ça fait très... de toute façon, globalement, le film, malheureusement, ça c'est un des gros défauts, fait très gros épisodes de série télé, ou alors fait très première partie, hein, ce qu'il est, parce que Vin Diesel donc a dit qu'il partait sur un film en deux parties, voire même maintenant sur une trilogie. Enfin bref, ça c'est assez chiant honnêtement. Donc ce film, il dure 2h20, il est réalisé par, attention les yeux, Louis Leterrier, qui est un gros tâcheron bien de chez nous. Qui a fait des magnifiques chefs-d'œuvre tels que Le Choc des Titans, une bouse mais cosmique, qui a fait globalement que des mauvais films quasiment. À part au tout début, j'avais aimé Le Transporteur et Danny the Dog, mais c'était pas à se demander si c'était pas en fait Yuan Whooping qui s'était occupé de la réalisation, parce que franchement, Louis Leterrier, c'est un yes man quoi. Il a pas vraiment de talent, il est nul en fait. J'aime pas spécialement. Après, ça reste un technicien potable, mais là, dans le film, clairement, parce qu'au départ, c'était Justin Lin qui était à la réalisation. Il a été remercié pour différents artistiques, donc vous avez compris ce qui s'est passé, hein, certainement qu'ils se sont embrouillés. Et franchement, c'est bien dommage, parce que lui, justement, il a réalisé quasiment les meilleurs épisodes de la saga. Donc c'est vraiment dommage qu'il soit pas aux commandes, parce qu'il avait quand même un bon savoir-faire, un bon sens de la mise en scène pour les scènes de combat, les courses-poursuites, hein, qui sont l'essence même de cette saga. Hein. Donc voilà, on se retrouve avec un Louis Leterrier, on se retrouve avec un casting de dingue. Et qu'est-ce que ça donne au final? Alors de quoi ça parle ce film? Donc Fast and Furious 10. Le film démarre en fait par un flashback qui reprend, on va revoir une des scènes iconiques de la saga, hein, une des scènes en fait finalement du cinquième film, le final du cinquième film quand il vole le coffre au méchant brésilien, là, au mafieux brésilien. Et en fait, on va revoir cette scène sous un différent angle parce que ce méchant avait un fils en la personne de Dante, donc joué par Jason Momoa. Alors Jason Momoa dans le film, pour moi, c'est un des atouts du film. Il est en roue libre totale, il est nanar à tous les instants, il a des mimiques pas possibles, il dit que de la merde. C'est un méchant, mais plus méchant, mais c'est vraiment un méchant, un méchant de cartoon, un méchant de manga. Il est très 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 méchant. Il a un plan complètement incroyable, complètement farfelu.
Il est complètement en roue libre. Moi, il m'a fait marrer. En plus, je sais pas ce qui se passe, mais il est tout bouffi, il a l'air tout gros. Je sais pas, Jason Momoa, il a pris du poids, je sais pas ce qu'il a, mais en tout cas, il est hyper marrant. Moi, pendant tout le film, il m'a fait mourir de rire tellement il est ridicule, en fait. En fait, j'ai l'impression que Jason Momoa, personne lui a dit, écoute, tu fais le gros méchant. Et lui, il a vu qu'il était dans un film complètement pété, donc il s'est dit, bah vas-y, je vais y aller à fond, je vais faire le surjeu, mais le plus. Alors, Jason Momoa, c'est pas un grand acteur, hein. Ça, je crois que c'est clair, mais là, franchement, il se retient absolument pas, il fait n'importe quoi. Il a des coiffures improbables, il a des postures, on comprend pas. Il fait un méchant. Bah, pour moi, c'est un des atouts du film parce que vraiment, il est odieux, il est complètement. Alors, c'est marrant parce qu'il est réellement fou, hein. À un moment, on a une note qui parle de lui, des fichiers de l'agence, où il y a bien marqué qu'il a fait des séjours, même à l'hôpital psychiatrique. Le gars a un problème mental. Et c'est trop bien retranscrit dans le film. Et donc, lui, il a survécu, en fait, à l'attaque, au braquage de Toretto et de sa bande. Et en fait, il a décidé de se venger. Donc, ce qu'il va faire en premier, il va prendre l'armée de méchants terroristes de Charlize Theron, donc qui reprend son rôle de Cypher. Il va lui voler en gros toute son armée dans une scène qui est ridicule aussi, qui est trop marrante. Elle va s'enfuir, elle va aller avertir Dom, du coup qui ne va pas la tuer et qui va vouloir mettre sa famille à l'abri parce qu'en fait, une partie de son équipe devait partir pour une mission à Rome pour l'agence. Or, cette mission est un piège, évidemment, fomenté par Dante. Et voilà, ça va donner lieu aux première grosse, énorme scène d'action du film. Donc la scène d'action à Rome, l'énorme course-poursuite qui était abondamment illustrée dans les bandes annonces, hein, avec des voitures qui explosent de partout, avec cette espèce de grosse boule qui roule dans la ville, qui détruit tout, qui est en fait une mine sous-marine bourrée d'explosifs. Complètement what the fuck avec Vin Diesel, Dominique Toretto comme ça qui va foncer à travers la ville pour essayer d'empêcher cette boule de faire exploser le Vatican. Bon, écoutez, franchement, vous voyez le niveau du film. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus ? Il va sauter dans une grue comme ça pour dégommer la boule. Mais non, mais c'est complètement what the fuck, mais c'est hyper fun. Cette scène en l'occurrence, elle est très très bien. Franchement, elle est bien mise en scène, même si c'est du n'importe quoi. Hein, on est d'accord. Il y a beaucoup de cascades. Globalement, le film, voilà, tout le film est comme ça. Donc des personnages de partout. Il y a le personnage de son frère. Alors pareil, des filles, des frères d'eux. Il y a le personnage de Brie Larson. En fait, c'est la fille de Monsieur Person, donc joué par Kurt Russell, qu'on verra pas, qui a disparu. Il y a des nouveaux chefs. Il y a un nouveau chef à l'agence, un espèce de gros bodybuildé de ouf, gros méchant, qui est aussi un gros méchant, qui va être tour à tour un méchant, un gentil, un méchant, on sait pas trop. C'est totalement ridicule. Il va poursuivre Vin Diesel, après il va l'aider, après il va Non mais c'est un what the fuck intégral. Alors lui, on comprend, c'est n'importe quoi, ses motivations. Dante, il va faire le show. Ensuite, l'équipe va être séparée forcément après la mission à Rome et ils vont chacun vivre leur aventure. On aura Michelle Rodriguez qui va se retrouver avec Cypher et Brie Larson, en gros, dans une prison de ouf. On a l'équipe classique avec Roman, Tej, la hackeuse, là j'oublie toujours son nom. Ils vont se retrouver à Londres avec Statham. Enfin, c'est un truc complètement dingue. Et Dominique Toretto, lui, finalement, c'est lui son aventure. C'est finalement sa partie à lui qui est le plus intéressant parce que c'est l'histoire principale. Il va retourner au Brésil faire une course de rue avec notre ami Dante, donc qui rappelle forcément qu'il revient aux origines quoi de Fast and Furious, la fameuse course de rue, qui est une scène pas mal, même si Vin Diesel quoi, faut en parler, son jeu d'acteur dans ce film. Vin Diesel quoi, il est en roue libre, il est aussi complètement bouffi. Il était déjà bouffi dans les autres, mais là il est bouffi de ouf. Il a aucune expression sur lui. Il n'y arrive pas. Il est en mode constipé de dingue. C'est à se rouler dans la pisse. Pareil, il va rencontrer la sœur d'Elsa Pataki. Non mais c'est n'importe quoi. C'est toujours des sœurs, des fils, des frères, des oncles. C'est une histoire de famille complètement pétée. Il y a son gamin. Alors avec son gamin, il y aura les scènes les plus hilarantes du film. En fait, son gamin, c'est le frère de Toretto, donc joué par John Cena, qui va s'occuper de lui. Ils vont partir en cavale aussi. Ils vont aller au Portugal. Et ils vont se faire forcément, au bout d'un moment, attaquer par les méchants. Et alors là, on a une scène qui est totalement magique. On a John Cena, il a fabriqué une voiture avec des lance-roquettes complètement pétées. Le gamin activera lui-même les lance-roquettes pour dégommer des mecs. Donc,
C'est un gosse de... Je sais pas, il doit avoir 10, 12 ans. Il se marre en tuant des gens, mais... c'est complètement... Mais quand tu vois ça, mais t'es obligé de rigoler, quoi. Quand tu vois des scènes pareilles, John Cena, pareil, il y aura une espèce de... Alors, sans spoiler, petit spoiler, une espèce de fin à son personnage, mais totalement nanarde. Oh, mais t'es obligé de rigoler. Quand vous voyez ça, vous êtes obligé de rigoler. Après, globalement, le film... La fin, c'est une énorme course-poursuite. What the fuck, avec des avions largués... des voitures... J'en perds mon latin. Des voitures larguées, des avions qui se battent contre des hélicoptères avec des treuils qui dévalent qui dévalent des barrages qui explosent de partout. Avec des CGI, mais... C'est vrai que les effets spéciaux du film, ils sont assez crades, ils sont assez dégueulasses. Ça, honnêtement, c'est vraiment laid. Hein. Surtout à Rome, par exemple, il y a toute une phase où ils roulent dans des escaliers avec la boule. Honnêtement, on voit tout de suite que les voitures sont fausses. De toute façon, tous les passages où les voitures sont en CGI complet, c'est assez laid. Franchement, on s'en rend compte, on a des ralentis, mais what the fuck? Avec des flammes comme ça qui arrivent de partout dans la voiture, dans l'habitacle, mais oh là là. On a aussi beaucoup de scènes de combat mano à mano. Alors celles-là, elles sont pas mal, avec des agents qui se font buter de partout. On a une super scène avec John Cena dans la maison quand il récupère le fils de Vin Diesel. Il bute tout le monde, comme ça il y a plein de soldats, il passe à travers le plancher en mode catcheur de ouf. C'est assez sympa. Après, franchement, le film, faut laisser son cerveau à l'extérieur. Bon, moi, honnêtement, comme je vous en parle, en fait, moi, ça m'a plu, mais c'est vraiment, c'est le divertissement. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le film a un budget de 340 millions de dollars. C'est un budget qui est énorme, énormissime. Alors, c'est peut-être pour payer tous les acteurs, je ne sais pas. Après, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais la plupart sont... Honnêtement, c'est assez dégueulasse, même si bon, il y a aussi des crashs en réel, quoi, en dur, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est d'ailleurs les meilleurs moments du film, moi je trouve. Hein. Mais sinon, c'est un spectacle total, complètement débile. Là, on est sur du nanar à très très gros budget, à très très haut niveau. Il y a plein de répliques de merde. D'ailleurs, l'humour ne fonctionne pas très bien. On rit souvent aux dépens du film et pas des blagues du film comme ça pouvait être le cas avant où il y avait beaucoup de répliques pas mal. Sur la fin, on aura bien sûr une scène post-générique qui annonce le retour de The Rock. Enfin bref, et surtout, voilà, je voulais parler de la fin du film qui pour moi est l'énorme défaut du film, c'est-à-dire le film s'arrête en plein climax en fait. Le film s'arrête en plein milieu d'une scène d'action, avec des révélations de dingue, personnages non morts, enfin bref, il s'arrête, crash, on sait pas ce qui va se passer. Il s'arrête comme ça, et moi, ça, je trouve ça détestable. J'avais déjà détesté quand ils avaient fait ça avec le Hobbit. On s'arrêtait au moment où Smaug, le combat contre Smaug n'était absolument pas terminé, quoi. Ça s'arrêtait comme ça, mais après le Hobbit, bon, ça m'avait trop fait chier, ça avait rabaissé le deuxième film pour moi. Mais là, bon, c'était le Hobbit, on va dire, on savait qu'il y avait une suite et tout, mais là, alors même si on sait qu'il y a une suite, il arrête son film comme ça, bam, il n'y a pas de conclusion. Il y a rien il y a absolument rien dans le film qui est ça justement comme au début, comme avec toutes les histoires en parallèle, ça fait totalement série télé. Et moi, pour moi, ça c'est carton rouge quoi. Pour moi, le film, non, tu peux pas arrêter ton film comme ça en plein milieu d'une scène d'action. Il y a aucune conclusion, il y a rien. Moi, je trouve ça. Non, ça pour moi c'est carton rouge. C'est presque éliminatoire. Heureusement que c'est ultra drôle. Le film il est complètement con, il est bouffi de partout, de CGI, d'explosions, de scénarios complètement pétés, de personnages. Les acteurs, Michelle Rodriguez, elle ressemble plus à rien, putain faut arrêter. Alors Charlize Theron elle est beaucoup mieux, elle a plus sa coupe au bol, elle a une coupe de cheveux qui est beaucoup mieux. Sinon Brie Larson, son personnage il est ridicule mais d'une force. En plus elle a pas beaucoup de scènes mais elle a des mimiques. Mais t'as envie de rigoler, quoi. Pareil, c'est naze, c'est débile, c'est nul. Statham, lui, il a une bonne scène de combat. Après, les scènes de combat, elles sont... Justement, pareil pour les scènes de combat, on voit qu'il n'y a plus de Justin Lin. Hein. Elles sont pas super bien filmées. Le découpage, des fois, on comprend pas bien. C'est un peu naze. C'est beaucoup moins... C'est énergique, il y a de l'énergie, mais c'est beaucoup moins... Ouais, on voit vraiment que le réal, il est pas au top. Bah écoutez, est-ce que je peux vous conseiller ce film ? Après, j'ai envie de dire, j'ai pas besoin de vous le conseiller. Vous savez déjà si vous avez envie de le voir ou pas, c'est le numéro 10, bordel. Si vous n'avez pas aimé les autres, vous aimerez pas celui-là, c'est sûr.
Par contre, si vous avez comme moi aimé les autres pour leur côté grosse série d'action complètement débile, si ce genre de film vous fait marrer, bah celui-là, il renoue avec le côté... Bah en fait, c'est pas qu'il renoue, mais on se retrouve dans du nanar, mais cosmique. Nanar cosmique d'or. Fast and Furious 10, bah écoutez, on va s'arrêter là et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.